Placide Mabaka. Je suis docteur en droit et habilité à diriger de recherche, professeur de droit public à l'Université catholique de Lille et à l'Université de Bandundu, en République démocratique du Congo. Comme monsieur le maire venait de le dire, il n'y a pas de développement sans démocratie, donc il n'y a pas d'émergence sans démocratie. Et en tant que juriste, je pense que je me permettrai de temps en temps, dans ce panel qui est essentiellement composé d'économistes ou des spécialistes en commerce international et compagnie du développement, les spécialistes du développement, d'intervenir et de pouvoir justement compléter, si besoin, ce côté un peu juridique, hein, ce cadre qui devrait permettre cette émergence. Et donc, pour justement aller très très vite, je vais présenter les intervenants à qui je vais demander justement de prendre place justement ici devant. Pour commencer, M. Dov Zera, qui est l'ancien directeur, qui est écrivain économiste, ancien directeur général de l'Agence française de développement, ancien président de Proparco, qui est une filiale de l'AFD, ancien directeur de cabinet du ministre français de la coopération, si j'ai bien compris, c'était M. Roussin. Ancien directeur du cabinet du commissaire européen chargé de la recherche, donc Madame Cresson, Édith Cresson, et tout ça parce qu'il a été aussi ancien élève de l'ENA, donc promotion Voltaire 1980. Donc M. Dov Zera nous entretiendra du premier panel qui concerne les différentes modalités de financement. Hein, les financements, comment ça se passe avec son expérience à la FDC, il nous dira comment on peut exactement, le rôle des institutions plus précisément, quelles sont ces institutions qui financent l'émergence. Après l'intervention donc de M. Zera, il y aura un second panel, étant entendu que les deux autres seront inclus dans les deux panels ici, vers 15h20, ce seront les enjeux du financement du développement, où il y aura trois interventions. Il s'agit de M. Jean-Luc Maleka qui interviendra sur ces enjeux du financement du développement. Jean-Luc Maleka qui est ancien ministre de l'économie, des finances et du plan de la République du Congo, Brazzaville, parce qu'il y a deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, et qui est actuellement consultant. Il y aura également M. Patrice Passy, qui est consultant en commerce international, expert en intelligence économique, qui est là, ancien conseiller du Premier ministre de la République du Congo, consultant auprès du ministre, la République démocratique du Congo, justement, consultant auprès du ministre du Commerce et des Approvisionnements du Congo-Brazzaville, consultant associé et fondateur de DB Conseil. Et enfin, il y aura M. Emmanuel Kondimwani, qui est écrivain économiste, ingénieur diplômé du groupe HEC France et président d'association. Voilà. Donc, pour aller un peu plus rapidement, donc je vais donner la parole à M. Dov Zera, qui va nous entretenir du rôle des institutions internationales dans le financement des objectifs de développement. La division internationale du travail a depuis 40 ans été totalement bousculée, mais seule l'Afrique est restée à l'écart de ce mouvement. Cela exige un effort international très important pour l'Afrique, qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. La marginalisation semble être écartée, mais néanmoins, les risques sont toujours présents et également des risques de situation malthusienne. Tout d'abord, il faut avoir conscience que la situation africaine interpelle. L'Afrique a les niveaux de PIB les plus bas de la planète. Et la faillite économique se transforme souvent en faillite humaine. L'on voit régulièrement poindre le risque malthusien. Je rappelle ces chiffres parce que vous allez voir, c'est important par rapport au financement qu'il faudra mettre en place. Donc si on ne comprend pas le point de départ, on a du mal, ou sinon je vais vous livrer une réponse technocratique de financier et vous ne voyez pas le lien. L'espérance de vie moyenne en Afrique est de 54,2 années, alors qu'elle est de 64 pour les autres pays en développement. 1/5 des enfants meurent avant 5 ans. La sous-scolarisation ou la mal-scolarisation entraîne un alphabétisme important puisqu'il touche la moitié des hommes et 2 tiers des femmes. Bon, bref, je pourrais multiplier les chiffres. Mais le continent, néanmoins, semble sur le sentier de la croissance. Et depuis 2005, il y a une croissance importante d'environ 5,5%. Alors, il faut bien voir que pour le moment, on a une réponse simple pour expliquer cette croissance. C'est de dire
L'augmentation du prix des matières premières au milieu des années 2000, notamment du fait de la boulimie chinoise, a fait que l'Afrique a profité de cet effet d'aubaine. Et donc la question qui se pose depuis 2005, j'y reviendrai dans un instant, c'est est-ce que cette croissance est durable, est-ce que cette croissance est pérenne? Cette croissance est inégalement répartie entre les États, inégalement répartie entre les zones, et inégalement répartie aussi à l'intérieur des États, et les exemples sont très nombreux. Cet regain de croissance a entraîné un intérêt accru des États, et principalement des États émergents, la Chine, l'Inde et le Brésil, et puis par derrière, les nations européennes sont venues derrière pour accompagner la voie ouverte par les Chinois, Indiens et Brésiliens. Ce qui est intéressant, ce qu'il convient de mentionner, c'est que cette croissance est de plus en plus endogène. Elle est de plus en plus durable. Pourquoi? Parce que nous connaissons depuis peu une baisse du prix des matières premières, au premier rang desquelles le pétrole. Lorsque le prix du baril était à 100, 110 $, c'était facile. Maintenant qu'il est à 40, 50, les choses sont différentes. Eh bien, malgré cela, l'Afrique connaît toujours ce mouvement de croissance. Ce qui prouve que dans les 10 années 2005-2015, des choses se sont passées en Afrique. Et c'est important de comprendre, de la même façon qu'il est important, peut-être que la discussion abordera ce sujet, il est important de comprendre pourquoi, au-delà du regain des matières premières, en 2005, il y a eu ce mouvement de croissance. Alors, ce nouveau mouvement de croissance endogène tient en grande partie par le fait que l'économie des services s'est beaucoup développée au cours des 10 années 2005-2010. 2010-2015. Et c'est pas neuf quand, tout à l'heure, je vais apporter les moyens de financement. Mais néanmoins, l'Afrique est confrontée à un certain nombre de défis. Une croissance démographique unique dans l'histoire du monde. Je dis bien unique dans l'histoire du monde. La population africaine a dépassé le milliard en 2010, et elle devrait doubler d'ici à 2050. Plus important, à l'intérieur de cette croissance démographique, c'est la croissance des jeunes, puisque la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne a moins de 25 ans. Donc vous imaginez tout ce que cela signifie en matière d'éducation, de santé, d'hébergement et d'emploi. Troisième élément, encore plus important et plus déterminant pour mesurer l'ampleur des défis, c'est la croissance urbaine. L'Afrique va connaître une croissance urbaine que nous n'avons jamais connue dans l'histoire du monde. Et donc vous pouvez imaginer ce que cela signifie en termes d'accueil de la population, d'infrastructures qu'il faut créer. Et puis en plus, dernier élément, ça a été en partie mentionné par le député maire, l'Afrique va être une des régions, si ce n'est la région, la plus touchée par le changement climatique. Donc ces perspectives, aujourd'hui, laissent entrevoir que la croissance africaine n'est plus tributaire du seul prix des matières premières, c'est-à-dire que nous ne sommes plus sur un modèle extraverti de vente sans transformation des ressources naturelles, mais nous sommes sur une croissance endogène, où la société africaine, les sociétés africaines, parce qu'il n'y a pas une société africaine, il n'y a pas une Afrique, c'est une erreur de considérer cela, les sociétés africaines ont réussi à créer un mouvement de croissance. Mais donc, dans ces conditions-là, et compte tenu de ces défis, que faut-il faire? Et j'aborde mon second point. Comme vous l'avez pu le mesurer compte tenu des défis, et je vais commencer par celui du changement climatique, puisque compte tenu de la perspective de la COP21, et je vais particulièrement insister sur un point. L'Afrique est touchée par le changement climatique. Vous savez que le principal débat de la COP21, il y a bien entendu un certain nombre de critères d'engagement. Mais ce qui est important, c'est le financement de cette lutte contre le changement climatique. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse à apporter à l'Afrique, aux pays en développement d'une manière générale, pour les aider sur ce financement. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, je crois que mon texte sur ce sujet a été distribué, les risques sont très importants. De ce point de vue-là, lorsque certains États, certaines coopérations internationales envisagent de financer ce changement, cette lutte contre le changement climatique par des prêts, c'est une erreur. La lutte contre le changement climatique ne peut se faire que par des dons. Donc il faut qu'en matière de dons,
il y ait une véritable mobilisation de la communauté internationale pour apporter les ressources et les financements nécessaires à cette lutte contre le changement climatique en Afrique subsaharienne. Les énormes besoins en matière d'infrastructures de transport et d'infrastructures d'énergie doivent être financés. Comment peuvent-elles être financés? Pour le moment, ils sont financés principalement par des prêts aux États. C'est une solution qui est en train d'atteindre ses limites. Pourquoi? Parce que c'est un problème fondamental sur lequel je reviendrai dans ma troisième partie, en matière de coopération internationale et de ce que doivent faire les institutions internationales, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les capacités d'endettement des États africains sont à nouveau limitées. La communauté internationale, au premier rang desquels le FMI, fait très très attention sur les endettements des États, pour ne pas les remettre dans une situation de dépendance, dans une situation d'engrenage négatif par rapport à leur processus de croissance. Et donc, compte tenu de cette situation-là, et compte tenu des nécessités à financer ces besoins d'infrastructures dans les secteurs que je vous ai indiqués, il n'y a qu'une seule solution. Ce sont les partenariats publics-privés. La lutte contre le changement climatique, le financement des structures sanitaires et éducatives ne peuvent se faire, les financements ne peuvent être que des dons. En revanche, en ce qui concerne le secteur des transports et de l'énergie, le recours aux partenariats publics-privés. Je terminerai par ma troisième partie et une nécessaire mobilisation et coordination internationale. Donc vous voyez, tout cela ne peut se faire que s'il y a une véritable prise de conscience en faveur de l'Afrique, ce que j'appelle l'exigence pour l'Afrique. Est-ce qu'elle va arriver? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Peut-être que la crise des migrants que nous vivons aujourd'hui en Europe va amener une prise de conscience au niveau européen, on s'entend. Parce que quand vous vous retrouvez, comme ça a été mon cas, dans des structures européennes que je ne préciserai pas, et que vous discutez, la sensibilité vis-à-vis de l'Afrique n'est pas la même lorsque vous venez de Paris ou lorsque vous venez d'une capitale du Nord. Je terminerai en disant que nous avons connu les migrants économiques, nous sommes en train de connaître les migrants politiques, nous allons connaître les migrants climatiques. Si on veut que tout cela se déroule en bonne intelligence, il faut accélérer le développement de l'Afrique. Ce qui a démarré en 2005 est très bien, est très positif, est encourageant. Il est d'autant plus encourageant que, nonobstant la baisse des matières premières, ce mouvement de croissance se poursuit, mais il faut qu'il y ait une véritable mobilisation de l'Afrique, une mobilisation de la communauté internationale en faveur de l'Afrique. En un mot commençant, il faut un véritable plan Marshall pour l'Afrique, avec les conditions que j'indiquais, dont, dans certains cas, prêts dans d'autres cas, partenariat public-privé. Merci. Jean-Luc Maleka, qui interviendra sur ces enjeux du financement du développement. Jean-Luc Maleka, qui est ancien ministre de l'économie, des finances et du plan de la République du Congo, Brazzaville, parce qu'il y a deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, et qui est actuellement consultant. Je voulais beaucoup plus parler d'un cas précis, celui de mon pays, pour montrer comment un pays qui peut avoir les moyens et qui peut avoir de la croissance, mais une véritable croissance sans développement. Et qui montre que dans toutes ces théories d'émergence, il faut peut-être revoir les différents fondamentaux. Je parlerai uniquement de deux critères, deux aspects en matière d'agrégat économique. Par exemple, le montant de la PIB au Congo. Actuellement, on a à peu près pour 11 milliards d'euros pour l'année dernière, ce qui fait qu'on a un pays qui a quand même une PIB assez forte dans l'Afrique centrale. On a eu également un taux de croissance moyen ces dernières années de plus de 5,8%. Le deuxième aspect, c'est l'aspect des ressources, pour voir à peu près comment les choses se sont passées. Par exemple, en 1980, si je prends le budget de l'État, notamment dans la partie recettes, ressources, disponibilité, de 1980 à 1996,
l'État congolais a pu obtenir quelques 3 668 milliards de francs CFA, donc 5,6 milliards d'euros pour cette période. Et pour l'autre période de 1997 à 2014, il y a eu quand même plus de 40 000 milliards de francs CFA, donc plus de 3,59 milliards d'euros par an, donc ce qui est quand même important. Et ces dernières années, c'était des sommes très importantes, quasiment de plus de 5 milliards d'euros par an hors emploi. Donc on peut voir qu'il y a eu des fortes augmentations qui sont la résultante principalement de l'augmentation du volume de production du pétrole, du cours du baril, depuis ces 15 dernières années. En outre, il faut également bénéficier qu'en l'an 2010, il y a eu une importante suppression de la dette antérieure de l'ordre de 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, il faut remarquer, ce qui est encore triste, hélas, que le Congo s'est endetté et les encours envers les sociétés étrangères s'élèveraient quasiment à près de 10 milliards de dollars, soit plus de 5 000 milliards de francs CFA. Et plus de 80% de cette dette provient d'un seul pays, principalement la Chine, pour ne pas le dire. Donc, au début, on a vanté les excédents budgétaires qui étaient là, mais maintenant, on se rend compte que nous allons rentrer dans des déficits budgétaires importants. Récemment, par exemple, la Goldman Sachs a dit que le cours du baril serait peut-être dans les années qui viennent de 20 dollars le baril. Donc, ce qui fait que vraiment, on est persuadé que ce sera quasiment une catastrophe pour ce pays. Donc, quelles ont été les choses, les réalisations qui ont été faites? Il y a eu, et le pouvoir s'en vante d'ailleurs, les réalisations en matière d'eau, d'assainissement, d'énergie, de bâtiments, de travaux publics. Certes, ce sont des investissements d'utilité publique, mais malheureusement, ils présentent la quadruple caractéristique. D'abord, de faire l'objet d'une surfacturation effarante, de ne pas être totalement achevé. Il y a de nombreux chantiers non exécutés et abandonnés qui ont d'ailleurs été payés, d'être souvent mal adaptés, mal exécutés, et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au crédit, et d'être quasiment financés à crédit. D'autre part, tous ces investissements, la majorité, sont des éléphants blancs, des dépenses somptuaires de prestige, au détriment souvent d'investissements productifs. Donc, on peut voir qu'il y a eu, par exemple en matière d'assainissement, d'eau, il y a eu de nombreux forages qui ont été effectués, et des coûts très exorbitants, quasiment dans tous les villages, mais aujourd'hui, il n'y a que 10% qui sont fonctionnels. Peut-être qu'il eût fallu que l'on construisit sans doute des réseaux qui auraient été moins coûteux et qui auraient permis peut-être à la plupart des Congolais d'avoir de l'eau potable. Le taux dans les villages aujourd'hui, pour obtenir de l'eau potable, il faut imaginer que l'accès est de moins de 10%, alors qu'en ville, cela est de moins de 45%. Alors, au lieu de toujours critiquer comme je le fais, je crois qu'il est également important de pouvoir amener quelques propositions. Je crois que dans les propositions qu'on devrait faire, peut-être pour les périodes à venir, c'est d'abord de revoir les procédures et critères d'attribution des marchés, comme on a dit tout à l'heure, ne pas avoir toujours le moins disant, mais également prendre en considération la qualité des travaux. Il faudrait donc, comme je l'ai dit également, de tout faire pour que les besoins énergétiques du pays tout entier soient couverts, y compris par un approvisionnement fiable et régulier. Donc, étant donné le caractère unijambiste de l'économie congolaise, comme je vous ai dit, basé sur le pétrole, donc 75% de la PIB sur ce secteur, 90% des exportations, 80% des recettes, en y incluant particulièrement les recettes issues de la sous-traitance pétrolière, on voit qu'un choc défavorable venant du marché extérieur, comme actuellement, aura des répercussions importantes dans l'économie congolaise et dans le fonctionnement de l'État congolais. Donc, pour faire face à cette fragilité et vulnérabilité, il serait donc important de la diversifier en s'appuyant sur un processus de
transformation structurelle. Je pense personnellement à l'agriculture, donc avec des axes porteurs et réalistes, agro-industrie, industrie forestière. Malheureusement, nous ne faisons que la première transformation sur les débités. Il serait bon d'en faire d'autres. Des industries manufacturières de biens de consommation et d'approvisionnement qui existaient auparavant. Et comme tout le monde connaît le syndrome hollandais, tout cela a disparu. Le Congo a perdu, hélas, son grand rôle depuis la période coloniale, qui était d'être un pays de transit. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que nous fassions tous pour reconquérir ce rôle comme point d'appui ou de levier en investissement massivement et de façon très raisonnable dans les infrastructures, les communications, les télécommunications, le tourisme. En matière de commerce, hélas, il faut remarquer qu'une grande partie du commerce au Congo est tenue par des étrangers, principalement des Ouest-Africains, des Libanais, alors que les nationaux ne sont cantonnés que dans le secteur traditionnel, précaire et de survie. Donc il est important de les intéresser dans ce secteur et en matière de gouvernance économique, faire un grand travail en matière de finances publiques en essayant de mobiliser et en sécurisant les recettes ordinaires et les recettes issues des ressources naturelles, également en maîtrisant les dépenses publiques. Il est important cette fois-ci, en matière de pays émergents, de savoir que ce n'est pas seulement parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on peut réaliser des choses, mais quand cela est mal géré, mal orienté, ça peut être un gouffre et l'avenir de demain, à mon avis, est beaucoup plus difficile que ce qui s'est passé. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Patrice Passy, qui est consultant en commerce international, expert en intelligence économique, qui est là, ancien conseiller du Premier ministre de la République du Congo, consultant auprès du ministre, la République démocratique du Congo, sûrement, consultant auprès du ministre du Commerce et des Approvisionnements du Congo-Brazzaville, consultant associé et fondateur de DB Conseil. Je vais avoir le plaisir d'interagir avec vous sur les enjeux du financement du développement. On va essayer en fait de réfléchir ensemble sur comment développer, comment financer plutôt le développement du continent africain. En ce qui concerne rien que les infrastructures, le continent a besoin de 95 milliards de dollars par an. 65 milliards de dollars pour tout ce qui est électricité. Donc les besoins sont colossaux. Mais en réponse, lors de la 3e conférence du chef d'État dédiée à la question, des économistes proposent qu'il est possible de mobiliser près de 2000 milliards de manière interne, de manière endogène. Donc on pense que les solutions existent. Nous allons ensemble essayer de voir quelles sont les solutions. Mais avant, je voudrais quand même dire une chose. Joseph Kizerbo disait « On ne se développe pas, on ne développe pas plutôt, mais on se développe. » Et nous allons voir comment les Africains ont décidé de se développer par rapport aux opportunités que la mondialisation apporte. Mais avant, je voudrais quand même faire un petit détour historique pour qu'on comprenne bien la situation africaine. Mandela disait « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. » Nous avons commencé la situation africaine à cette particularité au cours de ces mutations d'avoir souvent été l'objet de plusieurs initiatives, de plusieurs propositions, de plusieurs actions, sans les Africains. On a fait beaucoup pour les Africains, mais on ne les associe pas toujours. Ça part de la course au drapeau, c'est-à-dire le partage au congrès de Berlin. Ensuite, la colonisation, on nous a proposé une espèce d'organisation. On a pensé que c'était bien pour nous. Il y a eu les 2 guerres, on a ponctionné des personnes pensant que c'était bien, on nous a fait la proposition. Après qu'on se soit rendu compte
l'opinion internationale et aussi la ferme volonté des Africains de se libérer ne permettaient plus de maintenir la situation en l'état, on a proposé la décolonisation, mais toujours sans l'avis des Africains. Et on a aussi décidé de l'indépendance. Sauf qu'en ce qui concerne l'indépendance, on a fait un package. On vous propose l'indépendance, mais sous condition. Et à l'époque, pour maintenir la présence ou maintenir l'influence, on a fait 4 propositions, à savoir plutôt 4 outils d'influence. Il y avait l'aide au développement, qui, bien que réduite, existe toujours. Il y a la coopération scientifique, militaire, politique. Il y a la monnaie, le franc CFA, j'y reviendrai. Et enfin, la langue française, qui est une langue culture. Donc, on a toujours fait pour les Africains, c'est important ce que je suis en train de dire pour qu'on puisse comprendre les enjeux, on a toujours fait pour eux, on leur a proposé et ils ont toujours exécuté, ils ont toujours suivi, sauf que les choses sont en train peut-être d'évoluer. Juste après la décolonisation, il y a eu la guerre froide, donc il fallait choisir un camp, où vous êtes rouge ou bleu, il fallait choisir, on a proposé, il fallait réfléchir, je me souviens, on nous demandait de réfléchir là-dessus. Ça a généré des conflits. Et à propos de ces conflits, l'Afrique est le seul continent qui détient un record du monde effroyable. C'est quand même le seul continent où il y a eu à peu près 200 coups d'État, avec pratiquement 100 chefs d'État qui ont été délogés par force, avec à la clé de 73 morts violentes. Donc, on pense qu'il y a, on appelle cette décennie les deux décennies du chaos, c'est-à-dire on a eu entre 1960 et 1977 pratiquement 36 conflits armés sur tout le continent, et la permanence des conflits traduisait justement les convoitises dont faisait l'objet le continent africain. Alors, nous sommes toujours, l'Afrique est toujours le théâtre des opérations portant sur des luttes d'influence, dans la course du leadership des grandes puissances. Il y a l'influence culturelle, donc toujours on fait pour nous, l'influence culturelle et linguistique. L'Afrique subit l'influence technologique, l'influence juridique, l'influence réglementaire, l'influence fonctionnelle à travers le conseil, l'audit, la notation, l'influence morale, corruption, droits de l'homme, écologie, l'influence multimédiatique, oui, à travers l'Internet. Donc tout ce paquet d'influences va évoluer, puisque nous sommes à la fin des années, nous sommes dans les années 80, on nous propose justement le plan d'ajustement structurel. Donc on réfléchit à notre place, on nous propose et on nous demande de choisir ou de subir. À la fin de la guerre froide, donc on a la disparition justement de l'ennemi commun et s'installe un nouveau système, le néolibéralisme triomphant qui, entre-temps, nous demande de dévaluer le franc CFA. On ne nous demande pas notre avis, on nous propose, on pense que c'est bien et on doit suivre. Enfin arrive la globalisation. On nous dit, c'est très bien, il faut la démocratie, il faut suivre, il faut être démocrate, sinon vous allez à la CPI, il faut plus dictateur, etc. On propose, et comme d'habitude, on suit et on prend. Sauf qu'il arrive quelque chose de nouveau qui n'était pas prévu, ou une conséquence qui a été peut-être sous-estimée, la Chine. La Chine arrive et met, on va pas dire un terme, mais des règles, un cycle économique. L'avantage pour ces peuples ou pour les Africains de l'arrivée de la Chine, c'est que pour la première fois, les Africains expérimentent un mot qu'ils n'ont pas eu depuis pratiquement l'esclavage, le choix. Enfin, les Africains ont le choix des différents modèles économiques, le choix entre plusieurs offres de services, le choix entre plusieurs partenaires, plusieurs investisseurs, plusieurs technologies, plusieurs fournisseurs. Ce simple mot a permis aux Africains de dégager une espèce de marge de manœuvre dans les négociations, dans la gestion, mais surtout a permis aux Africains d'apprendre à raisonner l'avenir en perspective. Parce qu'avant, l'avenir était obligé. On commence maintenant à raisonner l'avenir en perspective. On commence à se dire, mais je ne suis plus obligé de. Donc ça modifie l'attitude. Ce que j'aime dire, c'est enfin, la mariée, enfin, s'est rendue compte qu'elle était belle. Donc, elle commence à être un peu plus exigeante et ça impacte
peut-être pas lourdement, mais assez de manière substantielle, la nature des relations avec les anciennes puissances ou les anciens alliés. Le deuxième mot qui apparaît dans la manière de fonctionner ou dans ces mutations, c'est l'excitation du préfixe multi. L'Afrique devient multipolaire, le monde devient multipolaire, mais l'Afrique a maintenant en face de multiples partenaires. L'Afrique est devenue multiconfessionnelle. Pour la petite histoire, il y a les 11e Jeux africains qui ont lieu à Brazzaville, et l'équipe congolaise qui a eu la médaille d'or pour le ping-pong est composée à 100% de Chinois. Donc c'est des Congolais chinois qui ont remporté. Donc l'Afrique devient elle aussi multiculturelle, multigénération, elle continue à subir de multiples influences. La conséquence visible que l'on peut rencontrer quelquefois, c'est l'éveil identitaire. Ça, c'était pas prévu, ou bien c'était peut-être pas estimé. C'est l'éveil identitaire. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, parler en français pendant la colonisation, ou même dans les années 60 et 70, était le meilleur moyen d'intégrer, comme je disais, le meilleur moyen d'accéder à l'universalisme. Et pour la première fois, on constate qu'il y a maintenant des cours, quand vous allez par exemple à Douala, qui sont en Douala. Vous passez à une banderole qui indique que demain à telle heure, vous venez participer à des cours en Douala. Il y a des cours en Lingala. On est fiers de sa culture, donc il y a cette reconnaissance culturelle. C'est très important parce que pour les peuples colonisés, la difficulté, généralement, lorsqu'on parle, lorsqu'on traduit le monde avec une langue d'emprunt, c'est cette difficulté de positionnement et de communication. Alors donc, la reconnaissance culturelle permet justement de reconstituer l'Africain, de développer sa fierté culturelle et de lui permettre de faire un retour aux sources traditionnelles, ce qui, oui, quelquefois peut se traduire par des revendications culturelles et une reconquête identitaire. Donc, nous avons d'un côté, on a réfléchi pour nous, on a fait pour nous, mais malheureusement c'était contre nous. Il arrive un pays qui dérègle ou qui modifie légèrement ou substantiellement la nature des rapports, ce qui permet aux uns de se ressaisir, de se réveiller et de se dire on ne va pas continuer quand même à laisser les autres gérer notre avenir. On va peut-être essayer de prendre notre avenir en main. Monsieur Emmanuel Ndimwani, qui est écrivain, économiste, ingénieur diplômé du groupe HEC France et président d'association. S'agissant maintenant des questions qui nous intéressent, je vais plutôt, non pas vous faire un discours des choses que vous connaissez ou ce qui a déjà été dit, mais simplement poser des interrogations ou tout au moins des points de passage. J'ai apprécié tout à l'heure ce que disait Patrice à propos de « on a toujours fait pour les Africains sans leur avis ». Maintenant, c'est une occasion de dire, les Africains, finalement, que voulez-vous? Concrètement, que voulez-vous? Oui, Berlin s'en fait, c'est les Africains, c'est vrai. D'ailleurs, on peut aller plus loin. La traite négrière s'en fait sans demander l'avis aux Africains. C'est les Européens qui ont commencé, les autres sont arrivés derrière. On n'a pas demandé, M. Zera, on n'a pas demandé aux Africains. On a fait intervenir les chefs de tribus africains pour coopérer, mais on n'a pas demandé. Ce n'était pas eux qui ont inventé l'affaire. Voilà. Alors, je suis un peu polémiste à la radio Africa numéro 1, où j'ai rencontré mon ami Passy. Bon, donc, vous voyez bien que la polémique, on connaît. Bon. Ceci dit, pour revenir à l'histoire, les Africains, franchement, depuis 1418, je ne vais pas aller très loin, jusqu'en 2015, peut-être un petit peu avant, ont beaucoup plus subi qu'ils n'ont été acteurs au sens de initiateurs. Bon, peut-être c'est le moment de nous poser la question en se disant, est-ce que l'avenir des Africains appartient aux Africains ou appartient à des conseils qui nous disent ce qu'il faudrait faire? Maintenant, je reviens sur le propos. Il faut que l'Afrique se développe. C'est un fait. Jusque-là, il n'y a pas polémique. Mais comment se développe-t-on? Quand on sait que les Africains ne conçoivent pas eux-mêmes les stratégies de développement, ils ne pourront pas se développer. Il y a des mots interdits que je veux peut-être aujourd'hui m'insurger en
un non, un refus. Je refuse le mot aide. Il n'y a pas d'aide au développement. Il y a un partenariat au développement. Si on veut que l'Africain se développe, si on veut construire le développement en Afrique, il faut peut-être faire participer les Africains eux-mêmes, et ça s'appelle effectivement le partenariat et pas l'aide au développement. Il y a un autre concept que j'ai entendu souvent qui est sorti, c'était la croissance. Effectivement, on peut dire que certains pays sont entre 5, 6, 7, voire 13 et même 15% de taux de croissance. La croissance, ce n'est pas le développement. Simplement, c'est un calcul arithmétique entre la situation à l'année N, la situation à l'année N plus 1. On se dit, ben, on a fait 10, 15% de plus par rapport à l'année précédente. Mais si vous aviez construit 2 vélos, que vous en avez 4, vous avez fait 100%. Mais pour autant, les 3 millions de Congolais ou les 44 millions de Kenyans n'ont toujours pas de vélo. Donc, entendons-nous bien sur les concepts que nous utilisons. Je préfère bien le mot développement et non le mot croissance. Au passage, la France, cette année, pourrait faire 1% de croissance, c'est 1,1. Ce n'est pas suffisant pour enrayer le chômage que nous avons en France. Pendant ce temps, l'Allemagne va faire peut-être 2,5. L'Angleterre va faire peut-être 4,5. Les États-Unis, on pense qu'ils feraient 5. Donc ça veut dire que ces pays qui ont des croissances importantes, mais correspondant aussi à leurs besoins à eux, vont à leur rythme. Le 5% de croissance aux États-Unis crée plus d'activité de richesse que le 10% au Kenya. Vous voyez, nous sommes dans la question de croissance. Maintenant, quels sont les fondements? Pourquoi l'Afrique aussi doit être actrice de son développement et non seulement un ensemble dans lequel tout le monde vient donner des conseils? D'abord, l'Afrique n'existe pas en tant qu'entité. L'Afrique, c'est un ensemble de pays, 54, si on ajoute le Sahara occidental, ça fait 55. C'est donc les Afriques. Il y en a plusieurs. Et un autre élément que je voudrais mettre à votre réflexion également, c'est une sorte de centralisation de la pensée économique ou la pensée de développement en Afrique que de temps en temps les États ont tendance à reléguer à la fameuse Union africaine, qui est une entité aussi inopérante que de parler de l'ONU pour la paix. Autrement dit, il faut que les Africains puissent se dire, ces entités un peu éloignées de la préoccupation quotidienne des citoyens, il faut peut-être les approcher autrement. Je veux dire par là que si on veut développer le continent africain, il faut qu'on revienne sur des échelles plus proches des citoyens eux-mêmes. Les États, ils sont très petits pour agir seuls. L'Union africaine, avec 54, 55 pays, si on rajoute le Sahara occidental, ça fait trop gros pour penser à ce qui se passera au Congo, ce qui se passera au Rwanda, ce qui se passera éventuellement au Cap-Vert ou au Soudan. Peut-être penser à des ensembles intermédiaires. Et c'est pour cela que, si vous avez lu mon dernier ouvrage, Le partenariat Europe-Afrique dans la mondialisation, je préconise le développement par des communautés économiques régionales, les CER. Je suis heureux d'ailleurs de voir que beaucoup d'économistes africains commencent à s'approprier cette idée qu'on ne pourra pas développer le pays tout seul, un pays de 2 millions d'habitants, 500 000 habitants comme certains pays de l'Afrique de l'Est, notamment dans les îles, ou le Cap-Vert, ne sont pas des pays qui sont à eux tout seuls capables de construire un développement durable dans l'ensemble mondial que nous connaissons. En revanche, dans les ensembles construits comme la CEDEAO, 15 pays, comme l'Afrique orientale, 13 pays, comme l'Afrique, 11 pays, comme l'Afrique australe avec 13 pays, là, effectivement, on commence à avoir des tailles suffisantes pour pouvoir peser dans la mondialisation. Pourquoi? Il faut quand même raisonner taille. Si vous regardez les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, ce sont des pays de plus de 200 millions d'habitants. Il y a peut-être une exception pour la Corée du Sud, 50 millions d'habitants, mais qui est dans la cour des grands, des pays dits émergents. Donc ça veut dire qu'en Afrique, pour construire un développement solide, durable, pas au sens durable de l'écologie, mais durable dans le sens de qui dure dans le temps, il faut que nous ayons des mailles suffisantes en termes de population pour pouvoir peser la négociation internationale. Donc un pays seul ne pourra pas. Maintenant, sur les fondements. J'ai vu sur un papier ici que la consommation et l'investissement sont les moteurs de l'économie africaine. C'est une idée. En fait, ça fait juste deux piliers, il en manque encore 3. Il y a même le pilier central manque. Pour
pour nous développer en Afrique, nous devons avoir des innovations. C'est vrai, on en fait. Est-ce que vous les connaissez? Vous allez dans n'importe quelle capitale, vous dites, on fait des innovations dans l'énergie, dans la santé, dans l'agriculture. Où est-ce qu'on fait les innovations? Il y en a. Alors, à notre sujet qui m'intéresse, le numérique. L'économie numérique n'existe pas. C'est l'économie virtuelle. Excusez-moi, je suis un défenseur de l'économie industrielle. L'économie numérique, c'est virtuel. Oui, c'est facile, par les sites internet, de faire des échanges internationaux, de faire des commandes, de faire vendre du livre. Je veux bien qu'on vende mes livres par internet d'ailleurs. Il paraît que ça se vend bien. Mais si on veut que la santé soit améliorée dans un pays, c'est pas vraiment l'économie numérique. Si on veut vraiment faire de l'agriculture la base même de l'autosuffisance alimentaire, c'est pas du numérique. Si on veut créer, et je vous rejoins sur les besoins d'infrastructures et d'énergie. Parce que je suis conscient qu'il faut absolument que nous ayons des infrastructures solides. Autrement dit, ferroviaires, autoroutières, aéroportuaires. C'est pas du numérique. Il faut bien que le génie civil vienne pour construire un aéroport. Il faut bien que le génie civil nous construise les autoroutes et les chemins de fer. J'ai un jour à Paris entendu un ancien ingénieur qui travaillait sur les chantiers en Angola, paraît-il, parce qu'il est portugais d'origine, en disant les Africains ne savent pas utiliser le train, c'est pas la peine de construire les chemins de fer. Vous voyez où nous allons? C'est un Européen qui réfléchit quand même pour les Africains. On n'a pas demandé aux Africains si eux, ils voudraient bien avoir un train, ce qui pourrait servir de le transport des personnes. Et donc, dans ce que j'appelle, moi, les éléments fondamentaux de l'économie, il y a des innovations. Les innovations, pour les Africains, doivent aussi, je ne dis pas exclusivement, doivent aussi être menées par les Africains eux-mêmes, sur les sujets qui les concernent. J'ai dit le domaine, il y a l'agriculture bien sûr, il y a l'énergie, il y a la santé, il y a tous les problèmes d'environnement de façon générale, aussi l'économie dans le durable au sens de l'environnement. On en aura besoin parce que nous avons beaucoup de forêts et le désert, nous sommes contrastés parce qu'il y a des zones forestières dans le centre et des zones plutôt désertiques dans le nord. Mais il faut bien que les Africains participent à l'innovation industrielle et l'innovation scientifique. Ça, c'est l'innovation. Deuxième élément, c'est effectivement l'investissement, je suis d'accord. On ne pourra pas faire l'économie de l'investissement dans tous les domaines. Pourquoi l'investissement? Parce que derrière, il y a un troisième pilier qui est la production. Aujourd'hui, nous sommes consommateurs des produits venus d'ailleurs, pour l'essentiel. Venus d'ailleurs. Nous devons être capables, en Afrique, de faire de la production en Afrique. On produit sur la base de quoi? Mais des ressources naturelles que nous avons. Nous avons le bois, nous avons les minerais, nous avons bien sûr l'eau pour l'électricité, je reviens pour l'énergie. Nous avons des ressources on devrait valoriser. Aujourd'hui, la Chine est le grand champion de l'exploitation plutôt forestière et minière en Afrique, mais si vous avez tous remarqué du pétrole, la Chine n'a pas l'intention de créer des raffineries en Afrique. Elle n'a pas l'intention de créer des usines de transformation de métaux en Afrique. Aujourd'hui, la Chine, depuis peut-être la réunion qui a eu lieu en 2007, quand il a invité les 48 chefs d'État qui sont réunis à Pékin, dès ce moment-là, la Chine a commencé à accélérer le mouvement de rotation de ces avions cargo pour prendre les matières premières en Afrique et les amener en Chine. C'est vrai, la Chine développe l'industrie, mais chez elle, pas en Afrique. Donc il faudra peut-être qu'à un moment donné, on se dise, il est temps que nous réfléchissions nous-mêmes sur les filières que nous devons développer, les ressources que nous mettons en avant et les moyens financiers, et là nous entrons sur le financement, que nous devons mettre en œuvre pour créer des chaînes de production en Afrique pour les Africains. Il y a 3 intérêts à cela. Premier, c'est la maîtrise de la connaissance industrielle. Comment fabrique-t-on les produits? S'il faut un produit, il faut savoir comment on fait. Tant qu'on n'a pas fait, on ne sait pas encore. On a appris, mais on ne sait pas faire. Deuxième élément, on a bien parlé de la jeunesse ici. Dans de nombreux pays d'Afrique, nous avons plus de 50% des jeunes de moins de 15 ans de la population, structure de la population. Ceci parce que l'espérance de vie est aussi faible. Autrement dit, lorsque vous avez une espérance de vie qui est entre 50 et 60 ans, forcément, si vous avez 10 millions, il y a forte chance qu'ils soient plus jeunes que vieux. Mais si nous avons ces jeunes aujourd'hui, auxquels nous n'avons aucune espérance que nous leur donnons, nous n'avons pas de perspective pour eux.
la conséquence, c'est de le trouver noyé dans la Méditerranée. Je ne souhaite pas cela. Il faut que nous soyons capables de faire de la production en Afrique pour les Africains, donc valoriser les produits que nous produisons. Il faut que les matières premières, les ressources naturelles, de façon à créer ce qu'on appelle la chaîne de valeur ajoutée entre le produit brut d'exploitation, minière, forestière, agricole, et puis transformé en Afrique. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième élément, c'est naturellement créer le commerce intra-africain.